Pourquoi 40% des emplois de bureau seraient-ils, selon l'anthropologue David Graeber, totalement inutiles ? Comment expliquer que Gartner prédise la disparition de plus de la moitié des tâches de management intermédiaire d'ici 2026 ? Que se passe-t-il lorsque l'intelligence artificielle peut coordonner, monitorer et décider mieux qu'un manager humain ? Et si Steve Jobs avait raison depuis le début, en précisant que les collaborateurs n'ont jamais eu besoin qu'on les manage, mais qu'ils ont juste besoin d'un objectif clair ? Pendant des décennies, le management intermédiaire s'est imposé comme une évidence organisationnelle. Mais l'arrivée de l'IA générative remet brutalement en question cette certitude. Plus qu'une simple automatisation, elle révèle un système devenu obsolète. Un management qui infantilise, contrôle et justifie son existence par des tâches sans valeur ajoutée. En France, où le poids fiscal est des plus confiscatoires, ce modèle montre ses limites de manière encore plus criante. Et nous verrons pourquoi. Alors, assistons-nous à une simple évolution du management vers un management augmenté ou bien à son extinction programmée ? Dans ce nouveau cadre, comment les organisations vont-elles se restructurer et surtout, quel rôle reste-t-il à l'humain dans des systèmes où la machine coordonne, analyse et optimise mieux que nous ? L'IA et le management, chronique d'une extinction annoncée. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus consacré à la fin du management tel que nous le connaissons et à l'émergence d'un nouveau paradigme organisationnel. Dans les prochaines minutes, je vais vous démontrer que l'IA ne signe pas l'avènement d'un nouveau management augmenté, mais bien l'acte de décès du management tel que nous le connaissons. Commençons par nous interroger si le management, dans sa forme contemporaine, n'était qu'un vulgaire pansement sur une jambe de bois, un artifice destiné à masquer un déséquilibre récurrent. Comme je le disais, l'anthropologue David Graeber a mené une enquête intéressante. Sa conclusion estime qu'entre 37 et 40% des emplois de bureau sont ce qu'il nomme des bullshit jobs, des emplois à la con si vous préférez. Et dans cette catégorie, une part considérable relève du management intermédiaire, du task mastering qui consiste à inventer du travail pour justifier son existence, du duct taping qui se targue de réparer en permanence des processus défaillants qu'on refuse de repenser. Mais outre ce jargon et ces évitements dégoulinants typiquement labellisés Startup Nation, il y a bien plus grave. Prenons le cas français puisque c'est notre terrain de jeu. La France affiche un taux de prélèvement obligatoire de 45% du PIB, rien que ça. Pour vous situer, la moyenne de l'OCDE est de 34%, 11 points d'écart. Un racket institutionnalisé, justifié et présenté comme un modèle de vertu au service du ruissellement. Foutaise, ce n'est ni plus ni moins qu'un racket institutionnalisé où la spoliation est portée sur les créateurs de valeur au profit de bénéficiaires répartis dans toutes les couches de la société. Pour paraphraser Frédéric Bastiat, une chimère qui se veut d'enrichir toutes les classes aux dépens les unes des autres. Mais je m'égare et revenons au thème qui nous occupe. Quelles sont les compétences de l'hyperfiscalité dans le système entrepreneurial ? Les entreprises, étranglées par cette pression fiscale, ne peuvent pas rémunérer leurs salariés à la hauteur de la valeur qu'ils génèrent. Et pour pallier et rentabiliser ce coût salarial devenu exorbitant, on invente un management de contrôle. On multiplie les reportings, on instaure la culture du présentéisme, on infantilise, on surveille. Le micromanagement est devenu la norme et non l'exception. Et quand vous demandez aux managers de faire preuve de bienveillance, ils vous parlent de Chief Happiness Officers et de tables de ping-pong, comme s'il était possible de masquer par du storytelling ce qui révèle une défiance institutionnalisée. Le management moderne, et en France particulièrement, n'est pas à interpréter comme une fonction. C'est un symptôme d'un système économique qui ne fait plus confiance à l'humain qui l'emploie. Et c'est là que l'IA entre en scène. Non pas comme une aide au management, mais comme son fossoyeur. Les chiffres sont sans appel. Gartner projette que d'ici 2026, nous parlons de 2 ans, 20% des organisations utiliseront l'IA pour aplatir radicalement leur structure hiérarchique. Et dans ce processus, plus de 50% des tâches attribuées aux managers intermédiaires seront purement et simplement éliminées. Et j'ai bien dit éliminées, et non pas optimisées. La Harvard Business Review a documenté l'impact de GitHub Copilot, un assistant au développement informatique, dans les équipes techniques. Les résultats obtenus montrent que 10% de temps en moins a été consacré aux tâches de coordination. 10%.
C'est déjà substantiel et pourtant, comprenez bien que nous n'en sommes qu'au début de la courbe exponentielle. Regardons ce qui se passe concrètement aujourd'hui dans les organisations qui ont franchi le pas. En ce qui concerne la coordination, que vont devenir les réunions de stand-up quotidiennes, ces merveilleux moments où chacun récite son planning devant un manager qui prend des notes. Complètement obsolète. Un bot intégré à Jira ou Asana par exemple vont pouvoir analyser en temps réel l'avancement des tâches, détecter les dépendances bloquantes et réassigner automatiquement les priorités. Sans réunion, sans manager. Sur la partie monitoring, quel avenir pour les tableaux de bord Excel envoyés chaque vendredi, les relances incessantes perçues comme du harcèlement, eh bien elles seront tout simplement remplacées. Un système de IA monitor 2000 indicateurs de performance en continu, identifie les anomalies et envoie des alertes contextuelles uniquement quand c'est nécessaire. Pas de jugement, pas d'affect, juste de l'information objective. Et dans la prise de décision, que va devenir l'intuition managériale, cette fameuse expérience terrain invoquée à tout bout de champ dans chaque réunion? Eh bien, elle sera tout simplement supplantée. L'IA simule des dizaines de scénarios, analyse les arbitrages, les trade-offs, prédit les risques avec une précision statistique que l'humain ne peut pas égaler. Le manager ne garde que la validation finale, si tant est qu'elle soit encore nécessaire d'ailleurs. Imaginez maintenant le quotidien d'un collaborateur avec ce nouveau paradigme. Vous recevez un objectif clair, votre compagnon IA vous suggère un plan d'action optimal, il monitore votre progression en arrière-plan sans vous harceler. Quand un obstacle surgit, il vous alerte avec des données, pas des opinions. Plus besoin de remonter votre propre travail à un intermédiaire qui va de toute façon le reformuler pour son propre supérieur. C'est ça la co-délivrabilité humain-IA. Une collaboration directe, horizontale, sans friction hiérarchique. Le management intermédiaire, dans ce schéma, n'a simplement plus de raison d'être. Alors, sommes-nous face à un tsunami d'obsolescence humaine ? Eh bien non, je ne le pense pas. Nous sommes face plutôt à une métamorphose. Le rôle humain n'est pas supprimé, il est transfiguré. Nous passons du statut d'opérateur, ou pire de surveillant d'opérateur, à celui d'architecte de système. Votre valeur, demain, ne résidera plus dans votre capacité à exécuter une tâche, ni même à contrôler l'exécution des autres, elle résidera dans 3 compétences cardinales. La première sera de définir la vision, pas les objectifs trimestriels, la vision, le cap, ce que les machines ne peuvent pas encore concevoir, le sens, la direction, l'ambition qui transcende l'algorithme. La deuxième compétence à avoir sera de concevoir les workflows hybrides, orchestrer la danse entre agents humains et agents artificiels. Décider ce qui doit rester humain, la créativité radicale, l'empathie profonde, le jugement éthique dans l'incertitude, et ce qui peut être délégué à la machine. Et enfin, vous devrez incarner l'humanité irréductible. Les organisations de demain auront besoin de gardiens du sens, de personnes capables de poser les questions que l'IA ne pose jamais. Pourquoi nous faisons cela ? Pour qui ? Au service de quel monde ? Mais soyons lucides, les freins à cette transformation ne sont pas techniques d'ailleurs, ils sont culturels et politiques. Il y a d'abord la résistance au changement, des salariés conditionnés par des décennies de subordination, incapables de concevoir l'autonomie autrement que comme un fardeau anxiogène. Il y a ensuite l'ego des dirigeants, ces féodalités managériales qui confondent pouvoir et légitimité, ces petits seigneurs qui préfèrent régner sur des équipes démotivées plutôt que de devenir des architectes au service d'un collectif émancipé. Et puis, et ce n'est pas peu dire, il y a l'État français. Dans un contexte de dette abyssale, plus de 110% du PIB, l'État est structurellement incité à maintenir le statu quo, augmenter encore la pression fiscale, multiplier les normes, préserver le modèle salarial traditionnel qui lui garantit ses recettes. Ce faisant, il étouffe complètement l'agilité des entreprises, entrave leur capacité à opérer ces transitions vers des modèles plus fluides, plus collaboratifs et plus indépendants. Alors voilà, nous y sommes. Il ne s'agit donc plus de s'interroger à comment devenir un bon manager à l'heure de l'IA, car cette question appartient déjà à un monde révolu. Ce qui déterminera votre pertinence dans les 5 prochaines années sont celles-ci. D'abord, comment allez-vous développer vos compétences d'architecte de système ? Pas dans 6 mois, mais maintenant. Quelle formation, quelle expérimentation, quel échec productif allez-vous orchestrer dès cette semaine par exemple ? Ensuite, comment, en tant que dirigeant ou entrepreneur, allez-vous désapprendre le réflexe du contrôle ? Comment allez-vous créer les conditions d'une autonomie réelle pour vos collaborateurs ? Quitte d'ailleurs à repenser radicalement votre modèle, comme par exemple avoir un recours massif aux indépendants, à de la contractualisation agile, à des organisations en réseau plutôt qu'en pyramide. Et surtout, comment allez-vous naviguer dans un environnement réglementaire hostile à cette transformation ?
Car oui, il va falloir composer avec l'inertie institutionnelle, peut-être envisager de la contourner, peut-être même de s'exiler, et ceci sans exclure de résister. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que l'IA ne tue pas le management, elle achève simplement de révéler ce qu'il était devenu, en fait une fiction coûteuse, un système de contrôle qui protégeait non pas la performance, mais l'illusion de la performance. Vous pouvez choisir de subir ce changement de paradigme comme une fatalité, ou en profiter au contraire pour construire enfin des organisations réellement plus matures, plus libres. Des organisations où l'humain n'est plus infantilisé mais responsabilisé, où la machine n'est pas une menace mais un partenaire, où le pouvoir ne se mesure plus au nombre de subordonnés mais à la qualité de la vision partagée. L'obsolescence n'est pas une sentence, c'est une invitation. L'invitation à devenir ce que nous aurions toujours dû être, des architectes du futur et non des gardiens du passé.